pyjamas, j'espère que vous allez bien. Je recommence cette vidéo pour la deuxième fois. J'ai eu un petit problème de montage. Alors, ne vous inquiétez pas si cette information ne vous touche absolument pas émotionnellement. J'étais la première à ne pas prendre cette phrase en considération quand je regardais certains youtubeurs en me disant « Bah Coco, moi je vois ta vidéo finie, donc moi je vais voir ce que tu vas dire. C'est pas grave, si tu l'as raté, t'es pas obligé de nous le dire. » Sauf que là, c'était... Vous voyez, du coup, on en arrive au fameux manque d'empathie. Les autistes ont de l'empathie. C'est juste qu'on distingue deux sortes d'empathie. L'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est le fait de décoder les visages, et ça parfois nous on a du mal. Et l'empathie émotionnelle, c'est de ressentir ce que ressent l'autre lorsqu'il est par exemple en peine. Mais moi c'est vrai que j'avoue, lorsque je ne m'y connais pas du tout dans un domaine et que quelqu'un me dit quelque chose, je ne sais pas si c'est grave ou pas. Comme j'ai mis très longtemps à savoir, j'ai mis longtemps avant de comprendre que quelqu'un qui disait mon grand-père ou ma grand-mère est mort, c'était grave. Parce que moi je les ai perdus très très jeunes. Et du coup je ne savais pas ce que c'était que le deuil d'un grand-parent. Vous voyez, donc je n'arrivais pas à intellectualiser en fait la peine que c'était. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Et alors maintenant je comprends pourquoi les youtubeurs en parlent. Parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Alors du coup, pour vous expliquer, comme ça vous l'aurez en tête, c'est un peu comme quand vous écrivez votre rapport de stage, votre mémoire, votre roman. Vous en avez écrit plusieurs pages, mais vraiment vous étiez très concentré, c'était fluide. Et là, d'un seul coup, votre ordinateur plante et bien sûr, vous n'avez pas enregistré. Alors maintenant, je crois que ça s'enregistre automatiquement. Mais voilà, ça c'est un problème de vieux, hein, donc vous vous souvenez, on a tous déjà fait ça. Enfin, je pense. C'est horrible, hein, on a une vague envie de crever quand ça arrive et qu'on se dit « Non, j'ai tout perdu !» Ou alors c'est comme se dire qu'on va affronter le magasin et qu'on s'est fait une liste avec les seuls ingrédients dont on avait besoin, on l'a même mis par allée, par couleur, enfin voilà, on a une liste top et on arrive devant le magasin et en fait on a oublié la liste. Ou alors c'est comme si on avait prêté notre livre, notre meilleur livre sur notre intéressé à un copain et qui nous dit « Ah bah en fait, Chloé l'a lu dans le bas et il est tombé dans le bas. » Vous voyez, c'est ça, c'est un traumatisme. Bien, le sujet du jour, le toucher chez les personnes autistes. Alors, aujourd'hui, on va parler du toucher, thème très très vaste que j'aborderai en deux parties. La première partie, c'est cette vidéo où on va parler du toucher de façon neuroscientifique. On va expliquer pourquoi on a autant de difficultés avec ce sens. Et dans une deuxième partie qui paraîtra dans une semaine ou deux, on parlera plus de vêtements. Là, on va déjà en parler un peu, mais la semaine prochaine, ce sera pratico-pratique. Voilà, donc on part maintenant dans les explications et du coup, vous comprendrez pourquoi il y a ce plan-là au début et qu'il y aura ce plan-là à la fin. C'est parce que le moment que vous voyez maintenant, eh bien, il arrive juste avant le moment que vous voyez... Je me suis basée pour faire cette vidéo sur l'excellent livre L'autisme expliqué aux non-autistes de Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles qui nous dit à la partie toucher, le toucher chez l'autiste est très complexe. Tout entre par les yeux. Si un toucher n'est pas vu et que le cerveau ne peut pas associer une image à la sensation physique ressentie, il ne peut pas être enregistré et cause alors un réel malaise. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un contact, notre cerveau doit l'enregistrer, sinon on ne peut pas se concentrer sur autre chose. Et même après qu'on ait traité l'information, il existe chez la personne autiste une persistance de la sensation. Cette persistance de la sensation serait due à une surconnectivité du cerveau. D'où vient cette surconnectivité? Eh bien, cela viendrait d'un défaut d'élagage synaptique. Alors, je vais vous expliquer, mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas aujourd'hui l'élagage synaptique. Je vais y revenir dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment une théorie qui est pour moi essentielle dans la compréhension de l'autisme. Alors, pour le moment, ce n'est qu'une théorie, c'est-à-dire que les ouvrages qui parlent de cela en parlent au conditionnel. Personnellement, le jour où j'ai lu ça,
Ça m'a énormément parlé. Donc moi je n'emploierai pas le conditionnel, mais je vous informe que comme on a fait beaucoup d'hypothèses sur le cerveau autiste, ça en est une, peut-être qu'elle sera dézinguée après, mais en tout cas moi elle me parle beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est l'élagage synaptique? Dans cette petite vidéo que vous voyez là, où on parle de la construction du cerveau de l'enfant, on nous apprend qu'en fait l'enfant en naissant a énormément de neurones et que chaque chose qu'il vit, chaque interaction, chaque chose qu'il voit, connecte des neurones entre eux. Et cette connexion entre deux neurones s'appelle des synapses. Alors sur cette image, vous voyez en comparaison donc la connexion des réseaux internet, la connexion des synapses chez l'adulte et la connexion des synapses chez l'enfant qui est 12 fois plus grande. Alors ce qui se passe, c'est que vers l'âge entre 3 et 5 ans, il y a ce qu'on appelle un élagage synaptique. La vidéo nous dit que grandir, c'est perdre 2/3 de ses connexions au profit des connexions les plus utilisées. Et les connexions les plus utilisées, ça va être les connexions concernant les interactions sociales, la culture, la langue, les codes sociaux. Donc l'enfant, en fait, devient ensuite un expert en relationnel de sa propre culture. Et bien chez nous, les autistes, on n'a pas eu notre élagueur, c'est-à-dire la personne qui serait venue couper des connexions dont nous n'aurions plus besoin et donc nous n'avons pas pu devenir experts dans cette communication et ça met le bazar dans notre cerveau puisque comme tout est surconnecté, eh bien on ressent tout trop fort, trop intensément et notamment dans le toucher. Je dis notamment parce que du coup cette surconnexion, elle va impacter l'ensemble de notre sensorialité. En fait on ressent tout un peu comme Superman. Moi quand j'étais petite je regardais Lois et Clark. Et Superman était capable d'entendre à 10 km, de voir derrière un mur. Et déjà à l'époque, alors je ne sais pas si des neurotypiques se sont déjà fait cette réflexion, mais peut-être que vous aussi. Déjà à l'époque, quand j'étais petite, je me disais, mais Superman, il entend à 10 km quand il se concentre. Ça, c'est super génial, c'est ça son vrai pouvoir. Parce que moi, j'entends tout, mais je peux jamais chanter, c'est-à-dire je peux jamais appuyer sur pause. Superman, lui, quand il veut, il a une surconnexion. Et quand il veut pas, bah, il est tranquille. Donc, comme j'ai déjà dit, le problème c'est que nous sommes surconnectés, mais qu'en plus de ça, il existe une persistance de la sensation. C'est-à-dire par exemple pour l'étiquette. Une personne neurotypique pourrait être gênée par une étiquette et du coup l'enlever. Sauf que la personne neurotypique va ensuite passer à autre chose. Chez nous, autistes, on garde cette persistance de la sensation et ça va continuer de nous gêner. Vous comprenez pourquoi je passe chaque seconde de mon temps à la maison en pyjama? De plus, comme toutes les sensations, nous n'aimons pas qu'elles soient irrégulières parce que ça nous déstabilise. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les personnes autistes aiment bien regarder la machine à laver, des éoliennes, des roues, des choses qui tournent, parce que c'est stable, régulier, et au niveau du toucher, c'est pareil. Moi, par exemple, quand on me touche, il faut que ce soit un toucher franc et que je le vois. Parce que si, par exemple, je suis dehors avec des personnes et que quelqu'un arrive dans mon dos pour me dire bonjour et me touche l'épaule sans que je l'ai vu, bon ben, généralement la personne le fait qu'une fois. Hein. Alors ça c'est très personnel, hein. C'est pas tous les autistes, mais moi ça en va à un stade où si vous me touchez par derrière sans que je l'ai vu, au mieux je vais me mettre à hurler. Au pire, je vais tomber et je vais faire une crise non épileptique psychogène. Ça va jusque-là chez moi. Donc moi, j'aime bien qu'on me touche comme ça et pas qu'on me frôle. Parce que quand on me frôle, ça me rend folle. Et pas folle de désir, hein. Folle au point de peut-être faire une crise. Mon mari a mon mode d'emploi. Grâce à toutes ces recherches, j'ai enfin compris pourquoi je ne supportais pas les manches 3/4. Alors quand j'ai des manches 3/4, donc je vous montre avec ma robe de chambre. Quand j'ai des manches 3/4, généralement en hiver, ce qui se passe, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir très très froid et là, très très chaud et du coup, j'ai des sueurs froides. Et c'est très 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 désagréable. Et je pense aujourd'hui que c'est parce que mon cerveau
n'arrive pas à traiter deux informations différentes sur un même bras, c'est-à-dire d'un côté le chaud, de l'autre côté le froid. Ça m'arrive aussi pour une robe que je porte à peu près 22 minutes par an, généralement au réveillon du jour de l'an, qu'on fait à la maison avec mon mari et ma fille. Et en tout début de soirée, je porte cette robe parce qu'elle est jolie, mais elle a les épaules dénudées. Et donc très très vite, j'ai l'impression de ressentir tout le froid sur ses épaules et je me mets à transpirer. Donc au bout de 22-23 minutes, je recouvre mon pyjama, mais en attendant, on a pu faire des photos. Le livre de Brigitte Saint-Charles insiste sur le fait que le toucher passe par le visuel. Et la température, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est pour ça que certaines personnes autistes sont capables de sortir dans la rue en pull, sans manteau, alors qu'il fait très froid. Moi, c'est pas mon cas, et du coup, la première fois que j'ai lu cette information, j'étais assez sceptique. Et ensuite, je me suis rendu compte, moi, avec tous mes problèmes de température, que généralement, je suis quelqu'un qui a assez chaud, c'est-à-dire lorsque je rentre au travail ou dans une pharmacie, enfin n'importe quel endroit, je suis en surchauffe. Sauf que je suis soit en surchauffe, soit je grelotte, mais j'ai du mal à avoir un juste milieu. C'est comme si le froid avait du mal à monter à mon cerveau, mais qu'une fois qu'il était monté, c'est entre guillemets trop tard, parce que j'avais emmagasiné du froid. Et je me suis rendu compte que quand je suis à fond dans un intérêt spécifique, tout comme je peux me rendre compte que j'avais très envie de faire pipi et courir aux toilettes, je peux me rendre compte après coup que j'avais froid. Et c'est pas parce que je repousse l'envie consciemment en me disant j'ai froid mais j'ai la flemme d'aller chercher un pull, non, pas du tout. C'est parce que ces sensations-là, elles bruissent autour de moi sans s'imprimer vraiment. Vous voyez maintenant. Alors, le toucher, je crois que c'est mon problème principal au niveau de mes 5 sens. Vous m'auriez demandé à brûle-pourpoint, je vous aurais dit l'audition parce que l'hyperacousie c'est une douleur, mais une douleur et une fatigue pas croyable. Mais en fait, le toucher, finalement, je me suis fait la réflexion tout à l'heure, quand on est seul, là par exemple je suis seule chez moi, on n'entend rien. Donc là je suis pas gênée. Mais on touche en permanence, puisqu'on est toujours sur terre, on porte des vêtements, et même quand on n'en porte pas, on est debout sur quelque chose. Moi, je prends seulement conscience maintenant d'à quel point ça m'impacte. Parce que comme avant, j'avais pas conscience d'être autiste, je m'expliquais mes difficultés par tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire, je me disais que j'avais peut-être une peau qui était sensible. Je me disais que, oui, tout le monde ressentait ça. Moi, j'ai déjà entendu plein de gens dire « Ah, oui, le jean, c'est pas très confortable. » Et du coup, je me disais que derrière le « pas très confortable », il y avait « Oui, moi aussi, j'ai très très mal au ventre. Quand je rentre chez moi, je suis obligée de m'allonger tellement je souffre. » Voilà, je me disais « Tout le monde doit vivre la même chose. » Donc, j'en avais pas conscience. Et aujourd'hui que je me suis vraiment penchée là-dessus, je me suis rendu compte à quel point, au niveau du corps, j'avais des postures qui n'étaient pas naturelles. Enfin, c'est-à-dire que j'ai toujours besoin de bouger. C'est pour ça que là, j'ai découvert le yoga et j'adore. C'est quelque chose qui ne se voit pas parce que moi, quand j'étais petite, donc j'étais pas tactile, adolescente, je détestais qu'on me touche. Et puis ensuite, j'ai eu une amie, donc une de mes plus vieilles amies, qui elle était hyper tactile. Et par amitié pour elle, en fait, je me suis laissée toucher et au début, c'était super crispant. Et après, parce que c'était elle, parce que c'était moi, la Boétie. Mais du coup, voilà, parce que c'était elle, elle pouvait me toucher. Je la sentais pas comme quelque chose d'extérieur, vous voyez. Vous voyez à quel point le masking, il peut être puissant. Et c'est le masking et en même temps... c'est aussi peut-être chez les neurotypiques un défaut de théorie de l'esprit, c'est-à-dire que comme on voit tous le monde, enfin que la façon dont on voit le monde, on pense que tout le monde voit pareil. On est incapable de se dire, il y a des personnes pour qui le toucher c'est compliqué alors qu'elles ont un mari ou une compagne, enfin, vous voyez, c'est impossible quoi. Dans l'esprit des gens, en règle générale, le toucher c'est binaire quoi. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Non, en fait, c'est pas binaire. C'est-à-dire que moi, je déteste que
d'autres personnes que mon mari ou ma fille ou mes parents, mon frère, enfin ma famille très proche, je déteste que d'autres personnes me touchent. Vraiment, je déteste ça. Mon mari s'est touché, déjà il me regarde toujours, enfin on a pris notre façon, on a appris l'un de l'autre et du coup bah, j'aime énormément être touchée. Et tout comme les autistes aiment souvent les pressions, c'est pour ça qu'on adore là la couverture lestée, ça y est je l'ai mis dans son petit capuchon. Moi cette couverture lestée, quand je me la mets le soir, mais oh, mon petit coussin là, je vous l'ai déjà montré, mais ça là il y a des petites billes là, et ça masse là, mais c'est miraculeux. Moi en ce moment, le soir, en arrivant, je me mets sur mon tapis d'acupression. Alors ça, on aime ou on déteste. Hein. Moi, je sais que j'aime vraiment ces picots. Enfin, ça me fait un bien, mais un bien fou, quoi. Alors en ce moment, en plus, j'ai besoin de câlins un peu plus parce que ma grande, qui donc est autiste, elle aussi, hein, c'était une enfant câline. Hein. Je vois des fois sur les forums les parents d'enfants autistes qui se demandent, voilà, par rapport à ce qui est tactile. Bon, bah, chaque enfant est différent, comme chaque individu est différent. Et en l'occurrence, chez moi, ma fille était, on va dire, dans la moyenne niveau câlin. C'est-à-dire, elle nous en faisait pas énormément, mais on pouvait quand même, voilà, la prendre dans nos bras, voilà, l'embrasser. Et là, bah, l'adolescence, hein, voilà, normal. Là, ça fait plusieurs semaines, allez, depuis la rentrée en fait, elle nous a dit clairement que ça la gênait et qu'elle ne voulait plus de câlins. Donc j'ai été une mère très courageuse et j'ai dit, bien sûr, je comprends ton besoin. 2 secondes. Pas de problème. Donc c'est dur si vous avez vécu ça, surtout que du coup, avec un enfant adolescent autiste, du coup, après, c'est quelque chose qui reste. J'en sais rien, hein, peut-être qu'après, elle va revenir. Mais moi, pour l'avoir vécu, j'étais pas tactile, donc je comprends, en fait. C'était vraiment une intrusion, quoi. Et ça y est, maintenant, elle a l'âge où je suis une intrusion pour elle. Ouah, la diffusion. Voilà, c'est dur et c'est beau. Parce que je me dis que si elle fait ça, ben c'est qu'elle va bien. Parce que c'est un âge où c'est tout à fait normal, en fait, de couper, de dire, bon, bah ouais, hein, ma mère est un peu gonflante, quoi. Hein, puis c'est vrai que des fois, je suis chiante. Hein. Mais voilà, c'est tout à fait normal et c'est sain. Et je me dis, waouh, chouette. Joséphine. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui sur le toucher. J'espère que malgré les bugs techniques, vous réussirez à comprendre cette vidéo. Je voulais vous rappeler que le café des pyjamas aura lieu le vendredi 15 décembre 2023 à 10 h. Alors, le café des pyjamas, c'est quoi? Si vous voulez y participer, vous m'envoyez un mail à l'adresse suivante, johannaenpyjama@gmail.com. Et donc, je vous dis pas combien de temps, hein, parce que si je suis toute seule, je vais pas rester très longtemps, mais voilà, je tente. Au départ, c'était seulement pour les contributeurs. Pour le moment, je les remercie, mes contributeurs. Pour le moment, on est peu nombreux, donc je me vois pas faire un live avec peut-être très peu de personnes ou certaines qui pourront peut-être pas se rendre disponibles. Donc, pour ce premier live, et ben voilà, pour le premier, tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez m'envoyer une question à l'avance, ça peut être une question sur l'autisme, une FAQ, enfin voilà, le but c'est de prendre un temps posé dans le réel, dans le temps, sans montage, sans cut, sans... Voilà, je sais pas pourquoi des fois je m'inflige ça, parce que j'ai le trac en fait, mais j'ai super envie, voilà, cette chaîne est devenue mon intéressé, qu'est-ce que je peux vous dire, hein? Vous-même vous savez, quand vous avez un intéressé, c'est Nous allons vous dire au revoir. Salut!